Hello, ici Assa. Alors dans cet épisode, on parle de psychologie et d'un peu de théorie. Je t'explique qu'est-ce que c'est la psychologie et je te fais une synthèse de quelques courants que j'estime très importants et qui ont une place et une importance dans ma pratique en tant que coach et thérapeute aujourd'hui. Bonne écoute. Hello et bienvenue sur les conseils d'Assa, le podcast. Je suis Assa Dioun, révélatrice de potentiel et fondatrice d'Itado Coaching. Je t'accompagne à être bien dans ta tête et tes baskets, en individuel comme en collectif. Ce podcast est au service de ton savoir et de ton bien-être. Tu y trouveras des interviews, des petites confessions sur ma vie et surtout des conseils. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est la psychologie? La psychologie, c'est l'étude de la psyché humaine et du comportement des êtres humains, pensées, souvenirs et émotions. Donc, comme vous pouvez le comprendre, l'entendre, nous sommes tous des êtres humains avec des pensées, des souvenirs, des émotions. Donc, la santé mentale n'est pas une affaire ni de couleur, ni d'origine, ni de classe sociale ou d'âge. Elle concerne tous les individus de cette planète. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet de réaliser son potentiel, faire face aux difficultés et expériences normales de la vie. Bon, moi j'appelle ça la tranquillité d'esprit. Et la psychologie concerne chacun d'entre nous. Ce n'est pas qu'une affaire de blanc comme le diraient certains. Alors, il faut savoir que le premier traitant, la psychologie, date de 1550 avant Jésus-Christ et c'était un papyrus médical égyptien abordant la dépression. Après ce papyrus médical égyptien, il y a eu ensuite plein de courants de pensée qui se sont succédés. Et en fait, après la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, entre les blessés de guerre, pardon, physiquement et surtout mentalement, il y a eu beaucoup de monde en psychiatrie, beaucoup de troubles psychiatriques tout court, à cause des horreurs de la guerre, les tranchées, voir des gens mourir autour de soi, tuer des gens et les conditions de vie totalement indécentes. Je passerai sous silence, mais bon, on les connaît, les faits, entre la colonisation, l'esclavage et tout ça et tout. Tout ça, ce sont des facteurs qui amènent à des troubles psychiatriques. Il y a les troubles psychiatriques qui sont, on va dire, avec lesquels on est, oui, avec lesquels on est, parce que la maladie psychiatrique est également une maladie avec laquelle on peut naître, mais il y a aussi les facteurs environnementaux qui jouent également. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, les troubles psychiatriques sont devenus une préoccupation aux yeux des politiques, et en 1952 apparaît le premier DSM. Qu'est-ce que c'est le DSM? Le DSM, alors la traduction c'est Manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. Le DSM, c'est un livre dont se servent les professionnels de la santé psychiatrique ou même les professionnels de santé tout court, dont ils se servent parce que en fait dedans, ça reprend tous les troubles mentaux par catégorie et par symptôme. Donc ça va des troubles anxieux à la schizophrénie, la bipolarité, enfin plein, le retard mental, on retrouve plein de choses dedans. Et du coup, pour cet épisode, j'ai décidé de reprendre les grands noms, grands courants qui m'ont semblé utiles et pertinents, que j'utilise également euh, dans ma pratique en tant que coach et thérapeute. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on commence par Sigmund Freud. Notre cher Freud. Bon, je vais pas faire sa bio, clairement. Les deux choses que je garde de lui qui sont très intéressantes, c'est le ça, le surmoi, le moi et les mécanismes de défense. Alors, qu'est-ce que c'est le soi, le ça? Le ça, c'est une sorte de réservoir qui contient les impulsions comment dire? Ouais, c'est une sorte de réservoir où là, vraiment, il y a toutes nos impulsions et cette, comment dire? Cette volonté d'avoir de la gratitude immédiate, qu'on a du mal à patienter, ça me fait penser un peu aux enfants. Voilà. Ensuite, on a le surmoi, qui serait lui, euh, la sorte de conscience moralisatrice, l'équivalent des parents.
et le moi, qui serait donc le médiateur qui négocie entre le moi et le surmoi. Et d'après Freud, c'est du surmoi, non, c'est du moi que viennent les mécanismes de défense. Pourquoi? Parce que le moi, il sert de médiateur, de négociateur, il trouve des compromis pour éviter tout conflit intérieur et pour réduire l'anxiété. Et les mécanismes de défense sont mis en place de manière inconsciente pour éviter de se retrouver en confrontation avec des sentiments ou des situations douloureuses. Donc merci à notre cher cerveau qui fait tout pour nous protéger. Je referai un épisode spécialement spécial sur les mécanismes de défense parce que ce sont des choses qui se mettent en place de manière inconsciente, donc on n'en a pas conscience. Mais sachez que notre cerveau, il fait en sorte que l'on soit protégé. C'est-à-dire que quelle que soit l'attitude que vous avez, qu'elle soit bonne, mauvaise, néfaste, etc., ça part toujours d'une intention positive. Et pour justement pallier aux conséquences ou aux désagréments de ce comportement qui est jugé comme néfaste, il faut aller à l'origine de la situation qui provoque ce genre de choses. Et voici pour Freud, je vous ai dit, hein, je ne vais pas faire sa bio, hein. On passe maintenant au deuxième courant. Je ne sais pas si celui-là est très connu, mais en tout cas, moi, je l'avais étudié quand j'étais à la fac en psycho. Le behaviorisme. Le behaviorisme vient de l'anglais behavior. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais ça signifie comportement. En fait, dans cette méthode, on suppose que tous nos comportements sont appris et sont renforcés par des conditionnements bien précis. On peut parler de la célèbre expérience de Pavlov et de ses chiens. En fait, il a observé que les chiens salivaient à la vue de la nourriture. Donc, avant de leur servir à manger, il se sort d'une cloche pour les prévenir qu'il va leur donner à manger. Et au fur et à mesure, il se rend compte que les chiens salivent en voyant la cloche et la nourriture, et après, ils salivent en entendant simplement le son de la cloche. Donc, à partir de cette expérience-là, il voit que, il y a pas mal de nos comportements qui sont conditionnés. Moi, je dis malheureusement ou heureusement, parce qu'en fait, ça dépend des situations. Là, pour l'expérience des chiens, clairement, bah, c'est une expérience. Mais c'est vrai que le conditionnement, le conditionnement, c'est quand même quelque chose qui nous est utile durant notre enfance, qui fait partie aussi de l'éducation, qui nous est très utile durant notre enfance pour pouvoir s'intégrer à notre famille, s'intégrer dans une classe, s'intégrer dans un groupe et s'intégrer dans la société. Ce sont des choses que l'on voit surtout, à l'entrée, dans la collectivité, bonjour, au revoir, dire merci, sourire, se laver les mains avant de manger, on frappe pas son camarade et cetera. Ce sont des choses sur lesquelles on est conditionné parce qu'on nous apprend que si on le fait, c'est bien, si on le fait pas, c'est pas bien. Si on le fait, tant très bien et on est récompensé, si on le fait pas, on est, puni, sanctionné et cette manière de fonctionner, c'est un conditionnement. On t'explique, on t'apprend que c'est comme ça et finalement t'as pas trop de questions à te poser et juste, tu exécutes et puis c'est tout en fait. Et tu as un signal qui te permet de comprendre que, bah, là, tu dois te comporter comme ci, comme ça et pas autrement. Ça a du bon et ça a ses limites parce qu'en fait, pour moi, ça n'explique pas l'ensemble des comportements humains, ça en explique une partie. Beaucoup de choses, peuvent être expliquées par le conditionnement. Il y a beaucoup de choses qu'on fait justement de manière inconsciente parce que, ben, on les a appris et intégrés comme ça et on ne se verrait pas faire autrement. La manière dont on va se comporter chez les gens, la manière dont on va se comporter dans la rue, les bonnes manières à table, tout ça, ce sont des choses qui sont apprises et enregistrées. Hem, Quand on change de pays, de culture, bah, là, pour le coup, moi qui suis, à Abidjan chez ma famille, il y a clairement des choses que moi je fais qui me paraissent tout à fait normales parce que je les ai apprises comme ça et que pour moi c'est du bon sens et que c'est comme ça qu'il faut faire. À l'inverse, il y a des choses que les membres de ma famille vont faire qui pour moi me dit: «Mais ils sont sérieux? Mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris?» Mais en fait, c'est pas une question de compris ou pas avoir compris, c'est plutôt une question de conditionnement. La manière dont on a été conditionné. Moi, j'appelle ça le terreau, dans le sens où, selon là où tu as grandi, selon là où tu as vécu, il y a des choses qui sont automatiques et la question ne se pose pas, et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins.
voire pas du tout. Ça explique une partie de nos comportements, mais pas tous nos comportements. On passe maintenant à l'autre courant méthode qui a retenu mon attention et dont je me sers encore aujourd'hui. J'appelle la psychologie cognitive. Qu'est-ce que la psychologie cognitive? Alors, la psychologie cognitive considère le mental, le cerveau comme un ordinateur sophistiqué qui reçoit une information sensorielle et qui la traite avant d'apporter une réponse. Et en fait, cette réponse, elle peut être d'ordre émotionnel, réactionnel. Exemple, tu es en voiture, ta voiture a tombé en panne. Avant de savoir quoi faire, ton cerveau aura identifié et reconnu certains signes. Par exemple, l'odeur étrange, les bruits bizarres, un voyant qui s'allume. Ton cerveau prend les informations et si tu as déjà connu une panne, il va faire le lien et tu vas pouvoir mettre en place les actions que tu juges nécessaires. Un autre exemple, le lait. Imaginons, tu te diriges vers ton frigo, tu prends une brique de lait et tu sens une odeur bizarre. Hop, l'information elle est traitée. Si tu sais ce que c'est, si tu connais l'odeur du lait qui a tourné, tu sais que tu ne le consommeras pas. Et si tu ne sais pas ce que c'est l'odeur du lait qui a tourné, tu vas le consommer et ton corps te fera rapidement sentir que c'est bizarre. Et cette approche, moi, je la trouve super intéressante parce qu'effectivement, ça explique le lien qu'il y a entre la charge mentale et les symptômes qu'on peut avoir suite à la charge mentale. Parce qu'effectivement, si tu as beaucoup trop d'informations, comme l'ordinateur, quand il y a trop d'onglets d'ouverts, trop de fenêtres d'ouvertes, bah, à un moment donné, ça rame, ça bug, etc. Et la charge mentale, c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, quand il y a trop d'informations, trop de choses à gérer, bon, on va pas dire que ton cerveau il bug, mais ça devient difficilement gérable. Tu finis par oublier des trucs, tu finis par devenir irritable. Ton cerveau, tu vas réagir autrement, mais tu seras plus en capacité d'enregistrer et de comprendre quoi que ce soit. Et c'est quelque chose de lourd. Euh, Aussi, avec la psychologie cognitive, ce qui est intéressant, la psychologie cognitive, pardon, ce qui est intéressant, c'est on nous parle aussi des biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est les biais cognitifs? Justement, comme notre cerveau prend le temps de traiter l'information à partir des stimuli, en fait, à partir de situations, odeur, la vue, enfin, en tout cas, à partir des cinq sens, c'est ce qui nous permet d'appréhender le monde quand même. Euh, Notre cerveau va partir du principe qu'il sait ou il croit tout savoir. Donc, il va pas forcément aller traiter l'information en profondeur comme il le ferait pour une nouvelle situation. Il part du principe que c'est bon, c'est tout, on gère tout là, tout est OK, et hop, on continue. Et c'est ce qu'on retrouve bah, dans le biais de normalité, quand on a tendance à penser que tout va se passer comme d'habitude, et on ignore les signes avant-coureurs. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les garçons, chez les papas aussi. Ce truc de se dire bah tout est ok et je vois pas qu'il y a un souci, que ce soit avec la mère, l'enfant, la femme. Non, bah j'ai rien constaté de différent. Si, il y avait tel truc, tel truc. Ah bah j'ai pas fait attention. Ouais, ouais. Bon, je dis les mecs, mais c'est pas que les mecs, hein. Mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant avec cet exemple-là. Ensuite, on a un autre biais, il en existe plein des biais, hein. Là, je parle du biais de normalité et je vais parler aussi du biais de négativité, celui qu'on connaît énormément. Le biais de négativité ou l'effet de négativité, c'est à intensité égale, les choses négatives auront beaucoup plus d'impact que les choses neutres ou positives. Et même si c'est pas à intensité égale, admettons, c'était une expérience qui avait été faite aussi. Tu vas prendre une personne, tu vas lui donner 10 compliments et lui donner une remarque négative. La remarque qui sera retenue, ce ne sera pas le compliment, mais ce sera la remarque négative. Et on voit bien, bah, de toute façon, c'est ce qui fait vendre aussi, on voit bien que le négatif a beaucoup plus d'impact que tout le reste. On le voit dans les pubs, on le voit sur BFM, les produits qui font vendre, les produits qui marchent bien. Très souvent, c'est parce qu'on va chercher des choses négatives, on va taper sur la peur, on va taper sur ça parce que c'est ce qui interpelle en premier. Et du coup, les biais cognitifs, ce sont aussi des choses qu'on dissèque, qu'on observe, qu'on interpelle, qu'on regarde.
lors des séances de coaching et des séances d'hypnose aussi lors de mes accompagnements. Ces trois courants et noms que j'ai choisi de retenir pour cet épisode, est-ce que tu les connaissais ou pas? N'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. Dans tous les cas, moi, ce sont des choses sur lesquelles je m'appuie parce que j'estime que ces trois concepts que je viens d'aborder, ce sont trois concepts qui, pour moi, on retrouve dans la vie de tous les jours. Pour moi, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, il n'y en a pas un qui passe avant l'autre, mais j'estime que les trois ont leur place dans notre vie de tous les jours. Et si on veut apprendre à se connaître, comprendre son mode de fonctionnement et être au clair avec soi-même pour pouvoir être aligné et être bien dans sa tête et acquérir la tranquillité d'esprit, pour moi, il est important d'en prendre conscience. Bien évidemment, seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Je ne saurais que vous recommander l'aide, l'appui, le soutien d'une personne extérieure. Et cette personne, ça peut être moi. Voilà, voilà. Alors, du coup, je m'arrête là pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même beaucoup de théories, beaucoup de choses à digérer, beaucoup de choses à comprendre. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, ne le garde pas que pour toi, voyons, partage-le. Que la paix soit avec toi. Bye.